Je vais commencer directement par l'introduction. Euh, le le but là, c'est vraiment d'étudier le développement gonadique en utilisant les populations de cellules individuelles, la transcriptomique de cellules individuelles, et de mieux comprendre ce processus de développement, soit en testicules, soit en ovaire, et les conséquences potentielles que ça pourrait avoir en termes de pathologie chez l'humain. Juste pour commencer, le développement sexuel, c'est un long processus qui prend à peu près une vingtaine d'années et qui donne naissance, c'est le mot, à deux individus différents que sont un homme et une femme. Initialement, ce développement sexuel commence à la conception avec le sexe génétique, XXXY, mais l'élément clé, c'est la détermination du sexe quand... alors, comment ça marche? La détermination du sexe quand une gonade bipotentielle se différencie soit en testicule s'il y a un chromosome Y, soit en ovaire s'il y a deux chromosomes X. Et pour des biologies du développement tels que nous, c'est vraiment très intéressant. C'est un modèle clé puisque on a une série de lignées cellulaires qui sont bipotentielles, qui ont capacité de donner qui ont deux destins en fonction du sexe génétique. Et c'est ce qu'on voulait étudier. Si on regarde un petit peu plus tôt dans le développement, la formation des gonades bipotentielles, on voit qu'elles apparaissent à la quatrième, cinquième semaine de gestation chez l'humain ou le neuvième jour et demi de gestation chez la souris. C'est une structure pareille sur la partie ventre médial du mésonéphros. Et en particulier ici, vous avez la prolifération de ces progéniteurs de l'épithélium célomique qui prolifèrent, qui pénètrent à l'intérieur, qui s'invaginent, qui se combinent avec les cellules germinales qui migrent, ainsi qu'avec des cellules du mésonéphros qui migrent pour former cette gonade bipotentielle. On la voit ici, elle est pairée en deux parties. C'est relativement grand à ce stade-là, donc ça, c'est à 10,5. Et la gonade, c'est à peu près 1 mm en longueur. Alors, cette gonade, elle est intéressante parce que quand on regarde la composition au moment de la partie bipotentielle, elle est composée principalement, mais pas uniquement, on y reviendra juste après, de trois lignées principales que sont la lignée germinale, la lignée supportrice et la lignée stéroidogénique. Et en fonction du sexe génétique et de la détermination du sexe, chacune de ces lignées vont se diriger soit du côté des spermatogonies, des sertoli et des Leydig cells dans le cas du testicule et des chromosomes Y, ou alors du côté ovarien avec les ovogonies, les cellules de la granulosa ou les cellules de la TEC. Et si on regarde un petit peu plus dans les mécanismes de base, la décision clé de la détermination du sexe se situe dans la lignée supportrice. Si vous avez un chromosome Y, on aura expression du facteur testiculaire déterminant, le TDF, le gène SRY, qui va induire la différenciation de cette lignée supportrice en cellules de Sertoli. Et ces cellules de Sertoli, elles agissent comme centre d'organisation pour entourer les cellules germinales et former des cordons testiculaires, mais également sécréter des facteurs qui sont importants pour la différenciation, c'est ici, la différenciation de la lignée stéroidogénique en cellules de Leydig. Euh, Récemment, jusqu'à présent, le facteur déterminant l'ovaire n'était pas connu. En fait, le mois passé, il vient d'être découvert, enfin, il a été publié, en fait, publié par un laboratoire de Nice, celui de Marie-Christine Chaboissier. En fait, c'est un isoforme de WT1. WT1-KTS, lui, est important pour pouvoir permettre la différenciation de la lignée supportrice en cellules de granulosa. Et là aussi, c'est la même chose. À terme, elles vont entourer les cellules germinales pour former des follicules primordiaux et plus tard également être capables de former des cellules latex. Mais ce que je voulais surtout montrer ici, c'est qu'en fait, on parle principalement de ces trois lignées qui sont absolument essentielles, mais c'est sous-estimer la complexité des ovaires. En fait, on a beaucoup plus d'autres organes, beaucoup d'autres cellules qui forment les ovaires. Et en fait, je voulais utiliser comme exemple cette coupe postnatale. Donc, on reconnaît sans problème les cordons avec les cellules de Sertoli et les cellules germinales. On sait que dans l'interstitiel, on a des cellules de Leydig, mais en général, c'est une petite fraction, c'est peut-être 5%. Mais si vous regardez bien, il y a une quantité massive ici de cellules. En fait, la majeure partie du testicule, c'est ces cellules interstitielles. Mais personne ne s'en intéresse vraiment. Et en fait, ce que ça montre simplement, c'est qu'il y a d'autres populations qui sont probablement tout aussi importantes, ou je dirais négligées, mais négligées, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, justement, elles ont des fonctions clés. Et négligées, ça ne veut pas dire qu'elles sont rares, elles sont aussi très fréquentes. Et donc, une partie de cette présentation, c'est de pouvoir, est-ce qu'on peut caractériser ces populations de gonadiques négligées. Et puis la deuxième question que je voudrais essayer de répondre dans cette présentation,
beaucoup de nous, dans la recherche, on utilise la souris comme modèle pour essayer de mieux comprendre les problèmes, enfin, le développement gonadique humain et les pathologies qui sont liées. Donc la question, c'est jusqu'à quel point euh, il y a des similarités ou des différences entre le modèle souris et l'humain. Et est-ce qu'on peut systématiquement caractériser ces différences et ces similarités? Donc, c'est les deux choses que je vais traiter aujourd'hui. Pour répondre à cette question, on a utilisé la transcriptomique par cellule individuelle. Dans ce cas-ci, il y a quelques années déjà, on a réalisé un atlas de la détermination du sexe chez la souris, en commençant à partir de 10,5 avant la détermination du sexe. 11,5, c'est le moment où on a SRY et le début du développement testiculaire. 12,5, on a les Sertoli. 13,5, on a les Leydig qui apparaissent. 16,5, c'est déjà un peu plus tardif. Donc, on a à peu près 95 000 cellules ici qui couvrent le développement ovarien et testiculaire. Au début, on voit bien que dans les stades précoces, les cellules XXXY ont tendance à s'overlapper, puisqu'il n'y a pas de dimorphisme sexuel à ce stade-là, mais qu'à partir de 12-13, on voit un dimorphisme sexuel apparent très fortement qui apparaît. Donc, pour les gens qui sont intéressés, je vais voir si ça marche. Voilà. Il y a un QR code ici. Donc, si vous êtes intéressé pour votre gène d'intérêt, vous pouvez sans problème le tester. Ici, je vous donne un exemple avec SOX9. Donc, si vous rentrez SOX9, voilà ici ce que vous voyez. Donc, on voit l'expression ici fort. On peut se concentrer uniquement sur les gènes ou l'expression, les cellules où l'expression est le plus fort possible, le plus fort. On peut sélectionner cette zone-là, par exemple, si vous voulez. Vous pouvez déterminer les stades et les différents types cellulaires, le sexe génétique, si vous voulez, XY. Alors, SOF9, XY, c'est évident. Uniquement dans les pré-Sertoli et les Sertoli, de E11 à E16.5. Donc, c'est un exemple typique de ce que vous pouvez faire. Donc, si vous êtes intéressé, vous prenez le QR code, vous allez sur le site du laboratoire à l'Université de Genève, et puis vous pouvez tester tous vos gènes d'intérêt. C'est relativement simple à faire. Si vous avez une question, vous pouvez nous contacter, il y a pas de problème. Alors, alors, je ne vais pas rentrer sur toutes les populations qu'on a identifiées, mais je vais en particulier parler d'une seule qu'on a appelée les SLC, Supporting Like Cells. Donc, en fait, c'est deux populations qu'on voit ici, là et là. Quand on a commencé à noter toutes les différentes populations, on a trouvé ces deux populations qui n'étaient pas vraiment caractérisées. C'est deux fois la même population, c'est juste que l'une est plus précoce que l'autre. On les retrouve à la fois dans l'ovaire en développement ou le testicule en développement. Elles sont relativement rares. Au début, c'était plutôt aux alentours de 2-3%. À partir de 16,5, le pourcentage de ces SLC chute à peu près 0,2%. Et pourquoi on les a appelés SLC? Parce que quand on caractérise un petit peu, identifie ces caractéristiques transcriptomiques, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une population de cellules qui a tendance à exprimer des similarités avec toutes les cellules de la lignée supportrice. Alors, les SLC, elles sont ici, et ici, vous avez tous les autres types cellulaires. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les SLC, elles sont transcriptionnellement proches des granulosas, des pré-supporting, des Sertoli, etc. Pour cette raison, on les a appelés supporting-like cells. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces SLC? C'est que, tout d'abord, elles expriment. Alors, les SLC, elles sont ici. Vous avez les granulosas, les cellules pré-supportrices et les Sertoli. Elles expriment, comme toute la lignée supportrice, des marqueurs de type supporteur, WT1, SF1, gataphore et gonadique, d'origine de l'épithélium célomique. Mais en plus, c'est des cellules qui expriment, au contraire des autres lignées supportrices, qui expriment PAX8. Et PAX8 est connu comme étant un marqueur de tout ce qui est canaux mésonéphriques et également du rététestis. Et en fait, ces SLC, qui ont une identité transcriptomique similaire aux supportrices, elles ont également ce marqueur PAX8 qui est typiquement le marqueur des cellules du rététestis. Alors, qu'est-ce que c'est que le rététestis? Eh ben, c'est cette structure qu'on retrouve ici. Hein. C'est une structure qui se trouve entre les canaux ou les tubules séminifères et les canaux efférents. C'est là où en fait tous les produits de sécrétion, les spermatozoïdes, le liquide séminal produit par les Sertoli vont se dans les canaux efférents. Qui fait partie du testicule lui-même et qui est absolument essentiel pour pouvoir transporter en fait les produits de sécrétion du testicule. Alors, pour faire une longue histoire courte,
on a utilisé la transcriptomique par cellule unique pour essayer de comprendre la spécification de cette population SLC. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une population qui a pour origine l'épithélium célomique. Elle a typiquement les marqueurs d'épithélium célomique, en particulier GATA4, SF1, etc. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par rapport aux autres cellules de l'épithélium célomique, c'est la première lignée qui se spécifie avant même la détermination du sexe. Donc avant même, vers 10,5, on retrouve à la base du mésonéphros des cellules qui sont GATA4 positifs, SF1 positifs et PAX8 positifs, avant même la détermination du sexe, avant même l'expression de SRY ou WT1, enfin des WT1 déjà exprimé, mais et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que cette spécification très précoce, en fait, on se retrouve avec des SLC précoces qui restent relativement stables. Elles expriment XX ou XY, elles ont tendance à exprimer les mêmes marqueurs, en particulier des marqueurs de type, typiquement des programmes masculins enfin, testiculaires et ovariens. Et ça, c'est absolument original parce qu'en général, dans la lignée supportrice, soit vous exprimez des gènes du programme ovarien ou testiculaire, mais pas les deux, parce que les deux sont en opposition l'un à l'autre, en antagonisme. Donc là, on se retrouve souvent avec l'expression de Win4 et SOX9 en parallèle dans cette lignée supportrice, dans cette lignée SLC. Et ça, c'est surprenant en termes de compréhension de la régulation, comment SOX9 peut être exprimé toujours en maintenant l'expression de Win4. Et puis, à partir de 12,5, on voit en fait cette population de SLC devient sexuellement dimorphique. On va obtenir l'acquisition de marqueurs de type sertolien dans le testicule ou des marqueurs de type ovarien, de type granulosa dans le verre. Alors, on s'est posé cette question rapidement. Donc ça, c'est un modèle transcriptomique. Est-ce que, en termes de est-ce qu'on pouvait valider ce modèle-là avec une souris et un lignage in vivo? Donc, on a utilisé une souris transgénique où la craie était insérée dans le locus de PAX8 et on a utilisé un reporter Rosavensis tomato qui nous permettait de suivre les lignées qui ont exprimé à un moment donné ou un autre PAX8 et on combine ça avec une lignée qui exprime la GFP sous contrôle de SF1. Donc, je vais vous montrer ce qu'on observe. Donc, ça, c'est du light sheet à 16,5, XY ou XX. Et donc, en vert, c'est le testicule. En vert légèrement transparent, c'est le testicule et ici le vert. Et puis, en magenta, vous voyez en fait toutes les cellules qui sont PAX8 dérivées. Et si j'arrive, voilà. Donc, vous voyez ici, typiquement, cette structure ici, là, c'est typiquement le rété testis ou le rété ovarie. Ça existe également chez la femme, dans le verre. On voit deux choses. Donc, on voit ce rété testis à la base ici, le rété ovarie à la base, mais également à l'intérieur du testicule ou de l'ovaire, vous voyez des cellules qui sont magenta positives. On verra plus tard ce que c'est. Si on regarde un petit peu plus tard, donc ça, on est à la naissance. Donc, à ce stade-là, le rété testis et le rété ovarie sont complets. Donc, on retrouve de nouveau testicule ovaire. On voit bien le rété de testis qui est vraiment à la base ici, et avec quand même une multitude de cellules qui sont à l'intérieur du testicule. Dans l'ovaire, c'est la même chose. On a le rété ovarie et quand même quelques cellules qui sont à l'intérieur de l'ovaire, mais pas autant que dans le testicule. Alors, de quoi s'agit-il? Quelles sont ces cellules qui sont à l'intérieur? Et c'est ce que j'essaie de vous montrer dans cette slide ici. Donc, c'est une double immuno pour tomato, donc les cellules qui sont en violet qui sont dérivées des SLC. Et puis en vert, on a l'AMH qui marque les cellules de Sertoli. Et ce que vous voyez clairement ici, c'est que vous marquez de façon très jolie le rété testis, mais vous voyez aussi qu'on a plein de cellules qui sont positives à l'intérieur. Il y a ce gradient. Le gradient, les cellules positives vont l'air plus concentrées proches du rété testis. Et plus vous vous éloignez, moins il y en a. Mais on regarde, ce qu'on se rend compte, c'est que typiquement, la plupart des cellules qui sont RFP positives, elles sont également AMH positives. Donc, non seulement ces cellules du SLC, elles participent quasiment exclusivement à la formation du rété testis, donc une structure qui est absolument essentielle pour le transport des spermatozoïdes, mais elles contribuent aussi à peu près à 10% de toutes les cellules de Sertoli du testicule. On peut faire la même chose, je ne vous le montre pas ici, mais dans l'ovaire, c'est un peu le même principe.
à peu près entre 5 et 7% des cellules SLC participent à la formation des cellules de granulosa dans le verre. Alors, la question, c'est que c'est un modèle on a trouvé ça chez la souris. Est-ce que vous retrouvez ce même genre de structure ou ce même genre de cellules dans le testicule ou l'ovaire humain en développement? Il y a plusieurs papiers qui ont déjà été publiés sur le single cell de testicule humain en développement ou ovaire en développement. Effectivement, vous êtes capable de retrouver une population de cellules PAX8 positives qui ont les mêmes caractéristiques qu'on observe chez la souris. Alors, plutôt que de montrer toutes ces données, je vais vous montrer un résultat de, de light sheet d'Alain Chedotal à Paris d'ailleurs. Donc, vous voyez en rouge les cellules Sertoli qui sont SOX9 positives, marquées pour SOX9, et en vert, en bleu, c'est les cellules PAX8. Alors, et vous voyez la structure. Donc, il y a des cellules PAX8 qui sont... Ah, ça ne bouge pas. Il y a des cellules PAX8 qui sont à l'extérieur, mais ce qui est important de voir, c'est qu'au niveau du mésonéphros, voilà, on voit ici, toutes ces cellules bleues, c'est des cellules du rete testis qui sont en contact avec les cordons testiculaires. Et en bas, vous voyez la connexion du rete testis. Donc, voici ce qui se passe chez l'humain. Et vous voyez qu'il y a quand même une forte similarité à ce qu'on observe également chez la souris. Donc, dans les deux cas, ce qu'on observe chez la souris est un bon modèle. Enfin, on pense que la souris est un bon modèle pour tout ce qui est l'étude de CSLC et de la formation du rététassis. Je voulais en profiter avant de pouvoir continuer pour parler de la deuxième partie. Est-ce que la souris peut être un bon modèle pour étudier le développement gonadique et les pathologies qui sont liées? Et surtout, est-ce qu'on est capable de caractériser les différences ou les similarités? Pourquoi? Alors, pourquoi la souris? Tout le monde sait pourquoi on utilise la souris, hein, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement facile d'utiliser. Vous n'avez pas trop de problème d'avoir du matériel biologique. Il y a énormément de souris qui ont été modifiées génétiquement en gain de fonction, perte de fonction. Faire du lineage tracing, c'est l'exemple parfait de ce qu'on a fait là. Et on a une quantité d'informations qui est extrêmement importante et il y a quand même des fortes similarités en termes de régions synthéniques. En termes de détermination du sexe, c'est aussi quelque chose qui est connu. On a énormément de gènes qui sont connus comme étant affectant le développement gonadique chez l'humain et on retrouve des phénotypes similaires chez la souris. Donc, on a des similarités qui font qu'en fait, c'est un bon modèle. Mais pas que, parce qu'en fait, on sait qu'on a aussi des différences. La plus grosse différence, à mon avis, qui joue un rôle important, c'est la durée de gestation. C'est 3 semaines chez la souris, c'est 9 mois chez l'humain. Ce qui fait que le temps de détermination du sexe chez la souris, c'est très court, hein. La décision de devenir un testicule ou un ovaire, c'est 24 heures. En 24 heures, vous avez des Sertoli, en 48 heures, vous avez des Leydig. Chez l'humain, ce n'est pas du tout la même chose, ça prend des semaines. SRY dure, l'expression de SRY dure extrêmement longtemps alors qu'elle prend 24 heures chez la souris. On a chez la souris, on sait que la méiose chez la femelle est extrêmement rapide. À haute tresse et demi, vous avez la méiose qui est enclenchée, c'est rapide. Chez l'humain, ça dure pendant des semaines. On sait aussi que quand on a tendance à voir des pathologies chez l'humain, souvent, c'est des pathologies hétérozygotes. Alors que chez la souris, pour le même phénotype, vous avez besoin d'un homozygote. On a des différences comme ça. Souvent, on a des gènes qui sont de la même famille, qui sont mais différents. Typiquement, le MAP kinase, on sait que ça a un effet sur la détermination du sexe et le développement gonadique. Chez la souris, c'est le MAP3 kinase 4 et chez l'humain, c'est le MAP3 kinase 1. On sait que certains gènes des MRT1 sont importants pour la détermination du sexe chez l'humain, mais quand vous faites la même chose chez la souris, eh ben, ça ne l'est pas. Ça l'est seulement plus tard dans l'adulte, etc. Donc on a ces similarités, ces différences, mais jamais personne s'était vraiment dit, OK, on va essayer d'analyser ces différences ou ces similarités de façon, j'ai oublié le mot, euh, enfin, systématique. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait là. Donc pour ceci, on a réutilisé notre atlas single cell de souris. On collabore avec Frédéric Chalmel, qui lui a généré un atlas similaire
mais cette fois-ci chez l'humain. À peu près de 95 000 et 100 000 cellules de part et d'autre, à différents stades, en 10,5 et 16,5 chez la souris pour couvrir tout le stade-là. C'est un petit peu plus restreint chez la souris entre l'humain, entre la 6e et la 12e semaine de gestation. Pour faire une longue histoire courte, on a combiné les deux atlas, humain-souris, ce qui fait à peu près 195 000 gènes. On s'est concentré uniquement sur les gènes orthologues 1 à 1. On n'a pas tenu compte des 1 à one-to-many et many-to-one. Mais juste le fait de se concentrer sur les one-to-one, on permet de garder à peu près 80% des UMI. Donc, en fait, on ne perd pas énormément d'informations. Je ne suis pas un bioinformaticien, mais je vous promets que le postdoc qui a passé 2 ans dessus, il a corrigé pour un maximum de choses. Vous voyez ici, filtré pour les données mitochondriales, les doublets, etc. Et finalement, on arrive avec cet atlas qui combine les deux. Donc, on a quand même des bonnes séparations en termes d'espèces, hein. On a la partie humaine ici en rouge et la partie souris en bleu. Il y a des variations aussi avec le temps. Et ici, c'est les annotations avec les différents types cellulaires. Si on regarde en termes d'homologie, on voit qu'on a seulement certaines petites populations de cellules, hein, typiquement ici, ou les cellules endothéliales ici, ou les cellules les globules rouges ici, qui ont tendance à se overlapper entre humains et souris. Alors, la première figure intéressante, c'est celle qui vient là. Donc, c'est une corrélation de Spearman. Donc, sur les axes des X, on voit tous les différents types cellulaires chez la souris, et l'axe des Y, les différents types cellulaires chez l'humain. Et en heatmap, on voit tout ce qui est fortement, transcriptionnellement le plus proche est plutôt dans les couleurs brunes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les cellules qui sont déjà bien différenciées, qui ont des caractéristiques transcriptionnelles bien caractéristiques, ont tendance à être relativement proches transcriptionnellement entre les deux espèces. On voit très bien que les cellules immunitaires ou les cellules germinales ici, elles sont très proches entre l'humain et la souris et peu entre les autres types cellulaires. On le voit également pour les globules rouges, les cellules endothéliales, les cellules périvasculaires, les cellules de Leydig. On le voit également pour les cellules de Sertoli, etc. Mais on a plein d'autres régions ou d'autres types cellulaires où là, c'est nettement plus flou, en particulier pour les cellules de type progénitrice, l'épithélium cellomique ou les cellules de granulosa, où là, en fait, transcriptionnellement, c'est très difficile de pouvoir pointer la similarité entre un type cellulaire, les cellules épithélium, avec le pendant de l'espèce opposée. Donc, transcriptionnellement, une similarité transcriptomique importante lorsque les cellules sont déjà bien différenciées, ça l'est beaucoup moins lorsque les cellules ne le sont pas ou est-ce qu'elles sont de type progénitrice. Alors, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on s'est dit, je n'ai pas le temps de vous montrer toutes les populations, je vais choisir 2 populations, les cellules de Sertoli, parce que c'est vraiment la lignée clé où la détermination se déroule, l'expression de SRY et le choix de devenir testicule, en fait. Et puis les SLC, parce que je vous ai montré les SLC auparavant. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a pris toutes les cellules de Sertoli chez la souris, de 11,5 à 16,5. On a fait la même chose avec les cellules de Sertoli humaines de la 6e à la 12e semaine de gestation. Et on a identifié les gènes différentiellement exprimés entre les cellules de Sertoli et toutes les autres cellules de la lignée supportrice chez la souris. Et on fait la même chose chez l'humain. Et on regarde quels sont les gènes qui sont communs, différentiellement exprimés, mais communs entre la souris et l'humain. Et ce qu'on se rend compte, si on regarde les gènes qui sont surrégulés, la majeure partie des gènes qui sont différentiellement exprimés, ils le sont de façon espèce spécifique, soit spécifique à l'humain, soit spécifique à la souris. Et en fait, on a très très peu de gènes qui sont surrégulés de façon commune à la fois chez la souris, à la fois chez l'humain. Même chose sur la partie de droite avec les gènes sous-régulés. Donc globalement, on a à peu près 10% des gènes qui ont un profil d'expression qui est similaire. Alors là, c'est une vision un petit peu globale. On va regarder un petit peu plus en détail. Donc, ce qu'on a choisi pour cette deuxième analyse un petit peu plus spécifique. Donc, vous voyez l'atlas entier ici, humain-souris. En jaune, c'est les cellules de Sertoli souris et en bleu, les cellules de Sertoli humaines. On a utilisé un système Nasso qui nous permet d'identifier un certain nombre de gènes signatures qui définissent soit les lignées, soit les Sertoli humaines. Donc, quand on utilise ces 32 gènes pour définir cette signature de Sertoli humaine, on voit qu'on est capable de très bien marquer et de façon spécifique les Sertoli humaines
On les marque également, les cellules de Sertoli souris, mais pas aussi fort. Donc, il y a quand même une différence entre les deux espèces, les Sertoli des deux espèces. Si on fait les gènes signatures souris spécifiques, on voit qu'on marque très bien cette fois-ci on marque très bien la lignée, enfin, les Sertoli souris, mais un petit peu moins bien les Sertoli humaines. Ou alors, on peut faire également les gènes signatures, il y en a 24 pour les cellules de Sertoli humains et souris. Et dans ce cas-ci, vous marquez les deux. Et le profil d'expression, il est très caractéristique. C'est ce qu'on voit. Donc là, c'est les 24 gènes qui marquent, qui donnent la signature des Sertoli humaines et souris. Et il y a 3 patterns qui ressortent principalement. On a toute une série de gènes ici qui sont communs aux deux. Et comme par hasard, on trouve les gènes qui sont connus comme étant clés pour la fonction sertolienne, DHH, SOX9, AMH, inhibin B. Elles sont toutes exprimées, elles sont communes, ou en tout cas le profil d'expression est similaire entre humains et souris. Par contre, vous retrouvez une série de gènes qui sont, en tout cas le profil, il est très fortement différentiellement exprimé chez l'humain et pas chez la souris, ou l'inverse, des gènes qui sont très fortement exprimés chez la souris mais pas chez l'humain. Et donc, ça pose la question, de nouveau, ça renforce cette idée que transcriptionnellement, une Sertoli souris et une Sertoli humaine, ce n'est pas la même chose. Il y a des similarités, mais pas toutes. Et donc, la question, c'est que si vous travaillez chez la souris et vous décidez de travailler avec ARD, ça va être peut-être très intéressant pour essayer de comprendre la fonction de ARD chez la souris, mais on peut se poser la question de la relevance chez l'humain. Donc, peut-être là, la question clé, c'est se dire, avant de se dire sur quel gène, enfin, avant d'utiliser la souris comme modèle, peut-être se renseigner sur en tout cas un profil d'expression qui est conservé humain-souris. Et je peux faire la même chose avec les SLC. Donc là aussi, on a déterminé ces gènes qui étaient différentiellement exprimés dans les SLC souris et humains. Et de nouveau, le chiffre, il est encore plus mauvais en quelque sorte, où vous avez à peu près seulement 4% des gènes qui sont différentiellement exprimés, qui sont communs à la fois chez l'humain et chez la souris. Et vous pouvez regarder ça en détail. Donc là aussi, on a refait de façon plus précise les gènes signatures pour les SLC humaines, les SLC souris ou communs aux deux. Donc on voit qu'on est capable effectivement de marquer. Donc là, on a les SLC humaines et les SLC souris. On est capable de bien marquer uniquement l'humain ici, mais mal les SLC souris. Marquer bien les SLC souris ici, mais mal les SLC humaines et marquer les deux. Et quand on regarde le profil d'expression, c'est un petit peu moins clair que pour les Sertoli, mais on se retrouve avec des zones, des parties de gènes ici qui sont très fortement exprimées chez la souris, mais pas chez l'humain. Des zones qui sont exprimées chez l'humain, mais pas chez la souris. Et relativement peu de gènes qui sont communs aux deux. Mais on retrouve ce gène PAX8, par exemple, qui est commun aux deux. Et donc, comme par hasard, ce gène-là, effectivement, on voit aussi dans l'expression, il est aussi conservé humain-souris. Alors, de toute façon, mon temps est limité. Je voulais juste conclure en tout cas pour cette deuxième partie, c'est qu'en fait, on a comparé au niveau transcriptomique les données humaines souris. On voit qu'on a des très fortes différences. En général, les gènes qui sont connus comme étant importants pour une fonction sertolienne, etc., sont conservés en termes de profil d'expression chez l'humain et chez la souris. Donc, le point, c'est que je voudrais aussi mentionner quelques limitations dans cette étude-là. On se concentre sur le profil d'expression ou l'expression du gène, mais on sait très bien que ce n'est pas l'expression du gène, ce n'est pas parce qu'un gène est exprimé fortement qu'il est important. On a des facteurs de transcription qui sont exprimés à très faible concentration, qui sont extrêmement importants, mais en gros, pas de lien forcément avec la fonction et le niveau d'expression, mais il faut juste en tenir compte. On a aussi des aspects techniques, c'est que quand vous comparez l'expression souris-humain, des fois les niveaux d'expression sont très différents entre les deux espèces, et pour pouvoir les mettre sur la même courbe, vous devez modifier les échelles. Et donc, certains gènes peuvent paraître absents ou pas exprimés, alors qu'en fait, ils le sont, mais faiblement par rapport à l'humain ou la souris. Donc, ça, c'est aussi des aspects qu'on doit penser, qu'on doit y penser. Donc, question pour la fin, c'est est-ce que la souris est un bon modèle? Je dirais que la réponse, elle est ni oui ni non. Il faut choisir son bon set de gènes, en particulier si possible, se concentrer sur des gènes dont le profil d'expression est commun entre les deux espèces, ou en tout cas exprimé dans le même type cellulaire. Et je crois que je vais arrêter là. Et je voudrais remercier tous les gens qui sont impliqués, tant dans le laboratoire que tous les différents collaborateurs en France
et à l'étranger qui nous ont permis de réaliser tout cela. Et je vous remercie pour votre attention.